là, ce dernier tour, l'explication finale est arrivée entre les deux hommes. That's for all the kids out there who dream the impossible. Accélère, accélère, la victoire de Pierre Gasly. Sebastian Vettel, you are the world champion. You are the man. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, épisode numéro 1, parce que c'est le tout premier débrief F1 que nous faisons. Et pour m'accompagner ce soir, le journaliste auto-hebdo sur la Porsche Super Cup France, commentateur de l'Ultimate Cup Series. Comment ça va, Alexandre Herbin ? Ça allait super bien jusqu'à que t'écorches le nom de la Porsche Cara Cup France, mais bon... Ah d'accord, mais j'ai bon. voulu te mettre bien, t'es mon Non, mais- gage. Je valide la présentation, et ça fait plaisir, et puis ravi d'être là pour ce numéro, cette ouverture de nouvelles séries peut-être, ou peut-être juste ce one-shot, on verra bien, mais en tout cas ça fait plaisir de faire ce petit débrief du Grand Prix de Las Vegas. Exactement, saison de MotoGP terminée, triple header Formule 1 en face de nous, on s'est dit pourquoi pas débriefer ces 3 derniers rendez-vous, on est tous les deux fans de MotoGP mais aussi fans de Formule 1. Tout ça c'est parti d'un débat dans le groupe avec les stagiaires sur Messenger, on s'est un peu chauffé, on s'est dit bon vas-y on aime beaucoup trop parler de ça, pourquoi pas essayer. Donc pour commencer ce débrief du week-end de Las Vegas, on ne va pas faillir aux traditions. On va donner notre avis sur le circuit de Las Vegas. Qu'est-ce que t'en penses, Alexandre ? Si on exclut le fait qu'il ressemble à un cochon à l'envers, moi j'aime bien ce circuit, franchement. Je pense que la première année, on a eu du mal à l'apprécier parce qu'il y avait tout ce show autour, tout ce folklore de Las Vegas, et ça se comprend. Et du coup, on s'était pas trop attardé sur le circuit à part dire ouais, c'est une grande ligne droite et tout. Et franchement, pour cette deuxième édition, j'ai bien aimé. Je trouve que ça a du rythme, ça propose des courses animées avec des rebondissements, que ce soit niveau pneumatique, des dépassements. Bon, on n'a pas eu de safety car, tout ça, mais on a eu un gros crash quand même en qualification. Ça prouve que il peut se passer des choses et que ce circuit il pardonne pas l'erreur. Parlez-en à Franco Colapinto. Mais non, franchement, c'est un circuit que j'apprécie et que je trouve assez intéressant. Et en plus, il y avait les conditions froides dues à la période de l'année où on y va, qui rajoute un petit truc en plus à ce week-end. Moi, c'est un bon circuit. Je dirais pas que c'est dans mes tops non plus, mais c'est un Bien circuit sûr. qui est pas mal. Je suis complètement d'accord avec toi et je me posais la question quand je t'écoutais parler là, est-ce que c'est pas un des meilleurs circuits en ville de ces dernières années pour la Formule 1 ? Ah, de ces dernières années, ça va. Parce que, Non. tu sais à quel Parce point on a Monaco qui est là depuis un moment, qui paraît de plus en plus étroit vu la largeur et la dimension des voitures. On a Bakou et Jeddah qui se sont greffés aussi au calendrier. Dis-moi si j'en oublie d'autres. Singapour, mais ça fait aussi maintenant Singapour aussi. plus de 10 ans qu'il existe. Mais qui est quand même plutôt récent par rapport à l'histoire de Oui. la Formule 1. Pour moi, c'est un des meilleurs ajouts, un des plus complets et un des plus compatibles à ces générations-là de voitures. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Parce qu'il a une petite partie technique dans le premier secteur. Il a un peu la forme atypique de tous les derniers circuits qu'on connaît, c'est-à-dire une première partie assez technique, une partie centrale avec une grande ligne droite, un DRS, et une dernière partie un peu comme Bakou avec une ligne droite de retour très longue qui permet d'avoir quelques dépassements. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, il paraît un peu moins dangereux que Jeddah aussi. Ouais. On parle chaque année de ses sorties à haute vitesse. Là, il faut dire que la partie technique est peut-être un peu moins rapide, même que Bakou. Peut-être faut Ouais. plus freiner, peut-être à l'image aussi du secteur 2 à Singapour, qui est aussi technique, mais pas non plus excessivement rapide, pas comme les premiers enchaînements de Jeddah. Et après, ouais, il y a la ligne droite de retour qui offre de belle opportunité de dépassement, qui est aussi splendide, vu qu'elle traverse quand même tous les hôtels les plus mythiques de Las Vegas, et c'est quand même aussi pour ça que ça a été fait. On a oublié Miami aussi comme circuit. C'est vrai. Et pourquoi non, on l'a oublié ? Peut-être parce qu'il est nul. Vraiment. peut-être parce qu'il fallait pas qu'on le cite, mais non, Miami c'est aussi pareil, cette partie technique, cette partie aussi
très rapide avec ses lignes droites et tout ça, mais il est moins marquant, je trouve. Ouais, puis je le trouve beaucoup moins agréable à regarder, ce premier Mm. secteur où on dirait vraiment que les voitures souffrent en fait. Elles sont Ouais. constamment en appui, ça commence à devenir compliqué pour se suivre dans ce secteur-là parce qu'on est quand même pas mal déventé, c'est des virages à haute vitesse. Il est ouais, moins agréable à regarder et il offre moins de possibilités ce secteur-là, on dirait. Et non, pour en revenir à Las Vegas, ouais, c'est franchement un très bon ajout qui fait parler, qui continuera de faire parler évidemment, de par la ville, de par tout ce qu'il y a autour, mais moi je trouve que c'est un circuit auquel je m'attendais pas à prendre autant de plaisir en y arrivant pour une deuxième année et que j'ai fortement apprécié. Je suis pas sûr que ce soit aussi le cas au prochain Grand Prix, où on se rendra aussi pour l'une des premières éditions, même si ce sera pas la première, mais on en parlera plus tard. Mais non, non, franchement, Las Vegas, presque vivement en 2025, quoi. Peut-être un peu dommage qu'il soit dans cette ville-là au final, quoi, parce que Max Verstappen le vendredi soir parlait d'être complètement stone au volant Ouais. après la session au volant de sa voiture. Mais ça, c'est chaud par Euh, contre, hein. c'est un peu les excès de Vegas Ouais. où les pilotes relataient des odeurs de marijuana tout en roulant Ah, à des heures assez tardives dans les rues de Vegas. ça fait rire quand on le lit, mais quand on y pense, c'est quand même assez chaud. On sait, ok, je crois que c'est Franco Colapinto justement qui disait si on faisait un test, on serait tous positifs. Quand on sait un peu les effets que ça peut faire ce genre de drogue, c'est rarement compatible avec la conduite. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est compatible avec la conduite d'une Formule 1. Mais non, c'est vrai que c'est un problème. Est-ce que c'est réglable? Ça J'ai paraît l'impression que quand ça même fait un un peu peu partie compliqué. du folklore des derniers circuits en ville qui sont arrivés en Formule 1, où à Jeddah on avait des tirs du Yémen qui étaient à quelques kilomètres du circuit. Là on a les émanations de marijuana autour du circuit. Bon, on choisit, on a des beaux circuits, mais peut-être pas les meilleurs endroits. Mm. Mais on peut pas tout avoir, j'ai l'impression. Je te propose d'enchaîner sur les actus euh, qui nous sont apparus un peu avant et ce week-end. Et là, une qui vient de tomber juste à l'instant, peut-être On dirait 30 que ou c'était fait exprès, hein. 30 minutes ou une heure avant qu'on enregistre. On voulait en parler, mais on savait pas trop. Mais on va commencer par celle qui était post-GP, pré-GP plutôt d'ailleurs. Le fait qu'Alpine officialise son partenariat avec Mercedes pour moteur boîte de 2026 à 2030. Ça arrive dans un contexte assez particulier, on va essayer d'être objectif. On sait que c'est dommage, c'est triste pour la branche moteur à Viry-Châtillon qui va devoir arrêter ses activités à partir de fin 2025. Mais néanmoins, c'était un peu une anomalie encore l'écurie Alpine en 2024, j'ai l'impression, dans cette Formule 1-là, où il y a une usine en Angleterre qui fabrique et assemble son châssis, toutes les autres parties de sa monoplace, et qu'il y a une partie en France, donc dans un autre pays, avec une mer à traverser, qui fabrique ses moteurs et assemble ses moteurs, ce qui peut poser des questions de soucis de logistique, de coûts de transport, de praticité même, d'entente entre les usines, on en a même entendu parler certaines fois, et puis on peut recontextualiser aussi que les moteurs ont été gelés à partir de 2022, avec un grand Laurent Rossi à la tête de Renault F1, qui nous disait tout miser sur la performance et la fiabilité, on verra plus tard. On a eu un moteur qui était estimé entre 20 et 30 chevaux moins puissant que les autres, et qui en plus n'était pas fiable, on l'a encore vu ce week-end. Donc en dehors de tout ça, du coup, contextuellement parlant, il y a aussi des questions de budget maintenant qui rentrent en compte, Alexandre. Ça peut aussi justifier peut-être le choix de Mercedes. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais, c'est forcément triste de voir Alpine quitter en quelque sorte la France, puisque voilà, il y aura plus de Français que le nom, parce qu'il y aura plus d'usines en France, et Viry-Châtillon, c'était quand même un gros secteur d'emploi dans cette zone, c'était un endroit emblématique du sport français aussi. Donc maintenant c'est terminé. Après voilà, construire un moteur de Formule 1, ça coûte 980 millions d'euros par an. On est tout proche du milliard entre toutes les unités, le MGUH, le MGK et les Les appendices. unités qui composent le moteur. Donc ça fait quand même des économies
énorme, presque 1 milliard d'euros par an. C'est peut-être dans la situation d'Alpine pas négligeable aujourd'hui, et c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont fait. Après voilà, choisir Mercedes aujourd'hui, c'est choisir la tranquillité, on va dire, parce qu'on sait que voilà, c'est peut-être pas le meilleur moteur aujourd'hui, peut-être que celui de Ferrari est meilleur, celui de Red Bull, on n'en parlera pas parce qu'ils vont quitter le pavillon Honda, mais en tout cas, Mercedes, c'est un fournisseur de moteurs excellent depuis des années, c'est un moteur qui est fiable, qui casse pas beaucoup, qui, je ne pense pas qu'il soit si mauvais par rapport ou du moins si inférieur à celui de Ferrari. Donc le choix de Mercedes, il paraît logique, mais en tant que Français, en tant que tricolore, bah c'est sûr que c'est un peu triste et voilà. Après, le moteur actuel était mal né ou mal réfléchi peut-être, parce que je pense pas que ce soit les techniciens qui posent des problèmes, c'est peut-être la logique comme tu disais tout à l'heure. Mais bon, c'est un peu triste pour Alpine, c'est une page qui se tourne et si ça les permet d'aller chercher des titres mondiaux, on dirait que c'était une bonne chose, quoi. On n'en parlera plus. Mais surtout quand on regarde un peu en arrière, en 2014, Mercedes ont été quand même les plus aptes, même si il y a eu des circonstances, attention, hein, mais à faire le changement de motorisation. Ils sont arrivés en étant les plus forts, ils ont réussi à s'adapter le plus vite en étant les meilleurs. En sachant que 2026, il y aura changement de réglementation moteur avec la suppression du MGU. Alors je sais plus si c'est le K ou le H, qui sert en fait de dynamo pour alimenter la batterie, mais ce qui permettra de simplifier vachement plus les moteurs, qui a permis l'arrivée d'Audi aussi, mais on diverge, on y reviendra peut-être plus tard. Donc Mercedes a réussi le mieux sa transition, alors Chrono avait complètement échoué. On se rappelle des commentaires des pilotes Red Bull au volant de la Red Bull Renault, c'était absolument horrible les 2 premières années, qui leur avait poussé d'ailleurs à partir chez Honda, hein. Et puis oui, donc ça fait un peu ces 2 éléments, peur de la transition du côté de Renault et peut-être un gage de sécurité et un gage de réussite aussi à faire la transition chez Mercedes, et puis un gain de coût, donc c'est quelque chose qui peut s'entendre pour moi. Deuxième actu, on a appris juste là, il y a 1 heure, un accord de principe entre General Motors et la Formula One pour l'entrée du groupe General Motors, du coup, sous la marque Cadillac en 2026. Quand t'as vu ça, est-ce que ça t'a fait est-ce que t'as eu une réaction particulière? Un petit peu inattendu, je trouve. Enfin, Ouais. pas inattendu parce qu'on sait que la 11e écurie en Formule 1, ça fait sur la grille, ça fait énormément parler. C'est une actu qui date maintenant depuis plusieurs années, mais la temporalité à laquelle ça a été annoncé, un lundi soir, comme ça, en lendemain de Grand Prix, je m'y attendais pas beaucoup. Et il a fallu quand même que j'aille sur le compte de la F1 pour voir et me dire ah ouais non ok c'est vraiment bien. Donc c'est pas surprenant parce qu'on sait que l'équipe qui a toujours été le plus proche d'arriver en Formule 1 c'est Andretti. On sait que General Motors avec Cadillac a repris les bases du projet Andretti, donc c'était quand même des bases solides parce qu'Andretti était pas là pour faire la figuration et leur projet semblait solide. Il y a eu quelques désaccords avec la Formule 1 qui a empêché leur arrivée, mais c'était solide. Donc General Motors a pris ses bases solides, a inclus aussi Andretti, on y reviendra peut-être plus tard, ou du moins le nom Andretti avec en arrivant, plus Cadillac qui est une marque qui grandit, qui se montre sur la scène internationale, notamment en WEC. Et donc je pense que c'est un projet qui va être viable, fiable. Ça, on saura pas parce que comme tout projet, comme Audi, on sait pas forcément à quoi s'attendre. Mais ça peut être une bonne chose aussi, une 11e équipe, si elle est là pour amener de la compétitivité. Après, voilà, si c'est une équipe comme on avait dans les années, début des années 2010, qui vient juste mettre de voitures mais qui se bat en queue de peloton, ça servira pas à grand chose. Mais je pense pas que ce soit leur ambition, j'en suis même sûr. Donc, ouais, c'est une bonne nouvelle pour la F1, ça fait un peu de changement. Moi, je dis pourquoi pas. Ouais, surtout que ça ouvrira peut-être 2 baquets supplémentaires à des Aussi. jeunes pilotes dès la place en plus. On sait que c'est quand même assez compliqué d'accéder à la Formule 1 pour les jeunes qui sont en Formule de promotion, qui sont souvent titrés mais qui n'ont pas de place. Il y a souvent une histoire de budget qui rentre en compte aussi, donc ça réglera sûrement pas tous les soucis. Mais ce qu'on sait ce soir, c'est que c'est sûrement Ferrari, en tout cas c'est les rumeurs, qui suppléera General Motors, qui souhaitera entrer en tant que fournisseur et constructeur moteur
dans un second temps. Je pense qu'ils vont faire les choses un peu par étapes. Ce qui peut aussi expliquer le retrait d'Alpine en tant que constructeur moteur, parce que je sais quand on avait les tout premières rumeurs de General Motors, il était question qu'ils achètent leur moteur chez Alpine, pardon. Donc ça remet aussi en cause l'intérêt de fabriquer un moteur si on ne le vend pas au final. Parce que forcément ça fait des dépenses mais aucune rentrée d'argent. On sait également que ce sera Mario Andretti qui siégera en tant que... Donc c'est un peu l'image de la famille Andretti et l'image des légendes américaines en Formule 1, ou des dernières qui ont vraiment marqué le sport. Donc il siégera en tant que directeur du board de l'écurie. On n'a pas trop d'infos, on a quelques noms, mais de gens qui sont pas très marquants non plus. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait en tant que baquet disponible, je voulais te poser la question, Alexandre. T'es Mario Andretti, qui est-ce que tu prendrais, en sachant que en 2026, Verstappen et Perez ne seront pas disponibles, Leclerc et Hamilton non plus, Norris, Piastri non plus, ça réduit la liste quand même des top pilotes. On sait aussi que Albon et Sainz seront aussi en contrat avec Williams, Alonso aussi, Stroll lui a un CDI jusqu'à l'infini chez Aston Martin, Ocon lui est signé jusqu'à fin 2026 également, et Hülkenberg est signé aussi également jusqu'à fin 2026 chez Audi. Ce qui nous laisse Russell et Antonelli, qui sont signés seulement jusqu'à fin 2025 chez Mercedes, Tsunoda et Doohan aussi signés jusqu'à fin 2025, et Gasly, Biermann qui sont eux sous contrat pluriannuel, ce qui suggère qu'ils ont sûrement des options dans leur contrat, des clauses de performance, etc. Je ne sais pas dans quel sens. On parlait d'ailleurs pour Gasly à l'époque d'une clause potentielle de s'ils passent pas chez Mercedes en 2026, ils étaient réservés de pouvoir quitter l'écurie. On sait qu'il y a aussi sur le marché, pourquoi pas Ricciardo, Magnussen ou Colapinto, qui resteront des pilotes assez récents qui seront passés par la Formule 1. Alexandre, une idée peut-être d'un line-up potentiel? Si on exclut les pilotes dont on est sûr qu'ils sont sous contrat et qu'on exclut la possibilité qu'ils cassent leur contrat, ce qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas la première piste, parce que casser un contrat ça coûte très cher, et quand t'arrives General Motors, si tu peux quand même économiser un peu quelques sous, tu vas pas dire non. Donc puis surtout s'il faut casser les contrats d'un gros pilote, why not? Voilà. Surtout que c'est quand même un sacré pari, quoi. Et c'est un sacré pari quand même pour le pilote, donc il faut aussi que lui il ait envie de partir. Peut-être l'un des deux pilotes Mercedes. Ça m'étonnerait qu'Antonelli soit... Il faudrait pour moi qu'il soit vraiment mauvais pour qu'il ne reste qu'une saison chez Mercedes. Quand on pense à tout l'argent qu'il investit, tout la hype qui est autour de lui. Toto Wolff il est là pour rassurer en disant qu'il gagnera peut-être pas en 2025, qu'il faut lui laisser du temps. Mais je pense que c'est pas juste un discours, c'est aussi une volonté pour Mercedes de laisser du temps à son jeune prodige. Russell, il a l'air quand même d'être le nouvel Hamilton, entre gros guillemets, mais dans le sens où ça va être le leader, et ça va être un pilote qu'on a vraiment envie chez Mercedes de faire gagner, de faire remporter des titres. Et je pense que lui aussi, il faudrait qu'il soit très déçu pour partir. Donc, les pilotes Mercedes, c'est pas impossible, mais ça me paraît quand même assez peu probable. Et comme tu dis, il faut aussi avoir envie d'aller chez General Motors. Donc, il faudrait qu'il se passe quelque chose chez Mercedes pour dire, ils sont tellement peu compétitifs que je peux les quitter. Ça reste Mercedes, ça reste l'une des écuries les plus légendaires du championnat. Donc, pour moi, il faudrait allier un mix de jeunesse et d'expérience. Un profil à la Colapinto, c'est intéressant. Un jeune pilote qui sera bon en Formule 2 l'année prochaine, pourquoi pas non plus, à l'image d'un Biermann qui avait fait de belles choses sans être exceptionnel en Formule 2, mais il avait été très bon. Sinon on va m'attraper ma veste. Non, il avait été très bon, mais il a été pris chez Ferrari pour remplacer quelqu'un et qui a montré qu'il était bon, et c'est aussi grâce à ça que il a pu signer chez As l'an prochain. Donc peut-être ça peut être un lien en plus. On sait qu'il est driver de la Ferrari Driver Academy, donc ça peut être aussi un lien s'il motorise l'écurie. Mais si Biermann après il a peut-être envie de passer de As à Ferrari, ça s'entend aussi, et General Motors. Mais voilà, peut-être un profil à la Biermann sans que ce soit lui, mais peut-être un profil de ce style-là, et quelqu'un avec de l'expérience. Aller rechercher un Magnussen, un Ricciardo, ça me paraît un peu compliqué. Alors je me dis Tsunoda qui coche un peu les cases, c'est un pilote rapide. C'est un pilote qui a son caractère, mais qui a maintenant des années d'expérience en Formule 1.
Après, est-ce que c'est un bon pilote aussi pour développer une nouvelle écurie, tout ça? Il est arrivé dans un collectif chez AlphaTauri qui était quand même extrêmement rodé, avec Pierre Gasly à ses côtés, tout ça, donc qui connaissait très bien la maison Red Bull. Est-ce que Tsunoda a aussi envie de quitter Red Bull? Je sais pas. Franchement, Ouais, puis c'est est-ce qu'on peut le placer dans une autre équipe qui ne serait facilement pas aussi. affiliée à Honda? Oui, ça paraît compliqué. Et puis, ou alors peut-être que General Motors va faire le choix d'aller chercher deux jeunes, deux rookies et une équipe rookie avec deux rookies. Un sens. Ça a aussi un sens tout simplement. Ok. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce que tu Bon, penserais sur quoi, toi? on a fait les ignorants jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'au final on peut vraiment échapper à un pilote américain? Dans une écurie américaine qui arrive dans un championnat qui veut s'expandre vers les États-Unis plus, est-ce qu'au final on peut échapper au pilote maison Colton Herta? Bah, on peut échapper à Logan Sargent déjà, a priori. Ah, bah, c'est sûr, oui, on a fait exprès, on en avait discuté avant de pas placer Colton Herta dans ce débat parce qu'on voulait parler des pilotes actuellement en F1 ou qui ont été proches. Mais Colton Herta, pardon, ça reste quand même un pilote qui est venu dans les rumeurs, qui est venu dans les débats, qui a jamais caché son envie d'aller rouler en Formule 1. Ça peut Et être qui a été d'ailleurs très déçu hein, Oui, après son. Il y a eu une grosse chute dans ses performances. On en parlait de lui chez AlphaTauri pour remplacer Pierre Gasly. Au final, au final, il n'est pas venu et depuis en IndyCar, c'est beaucoup moins performant. Je pense qu'il en attend beaucoup de ce projet-là et s'il y avait un deuxième coup de massue comme ça dans sa carrière, ça pourrait faire très mal. Hein. C'est-à-dire que son équipe, parce qu'il est chez Andretti en IndyCar, il faut quand même le préciser, s'installe en Formule 1 et ne le prend pas. Ce serait quand même compliqué. et surtout, on parlait tout à l'heure d'un pilote d'expérience à la Tsunoda, à la Ricardo. C'est pas un pilote d'expérience en Formule 1, mais c'est un pilote avec beaucoup d'expérience, qui a une carrière qui est déjà bien entamée, qui a prouvé sa valeur en IndyCar. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien tourner un volant, qui a une très bonne capacité d'adaptation, je pense. Et donc ça peut être un bon moyen d'épauler un jeune rookie qui arriverait de la F2 ou de la F3 cette année, qui passera en F2 l'année prochaine. Donc oui, Colton Herta, il coche quand même pas mal de cases. Et puis sa nationalité, malheureusement ou heureusement, ça dépendra de la vie des gens, est un gros plus dans le choix potentiel que peut faire Andretti. Andretti et General Motors et Cadillac. Surtout que des pilotes américains, il n'y en a pas non plus des sauts. On n'en sort pas. On peut pas en sortir des jeunes américains. Il y a peut-être, j'allais dire Alex Palou, mais je sais même pas s'il a la nationalité américaine. Je crois qu'il a la nationalité espagnole. Et puis il y en Euh, a beaucoup qui se vont plus rapidement vers l'endurance maintenant, ouais. parce que Cadillac est aussi présent en endurance et que forcément ça fait rêver d'aller aux 24 heures du Mans avec une équipe de son pays et parce que les opportunités sont forcément plus nombreuses et c'est une réalité pour tous les pays du monde, mais chez les Américains, c'est vrai que beaucoup se tournent rapidement vers le prototype. Et non, je pense que ouais, Hertha pourrait aussi quelque part réouvrir cette voie monoplace chez les Américains, même si on en a eu quand même quelques-uns ces dernières années, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, Logan Sargent. qui nous a fait un passage marquant et qu'on retiendra bien sûr. Bon, ben, on a fait le tour des actus. Je te propose qu'on passe sur les points un peu clés de ce week-end. Et Dis-moi. pour revenir juste chez les Américains, je vérifiais avant de dire, mais il y a bien Jack Crawford qui est chez Dams cette année, l'équipe française, qui est américain en Formule 2 et qui donc euh, À son rôle à jouer. Bonne a re-signé chez Dams pour la saison prochaine. Et donc Jack Crawford, il a aussi potentiellement l'envie d'aller chercher ce baquet, quoi. Il y a aussi Juan Manuel Correa qui est né en Équateur, si je me trompe pas, mais qui roule sous licence américaine. Pourquoi pas. Il y en a un autre aussi qui a roulé chez Bon, Trident. par contre, là, tu nous annonces une arrivée en fanfare, etc. Tu mets Juan Manuel Correa et Jack Crawford Non, dans la mais, line-up. Je te dis que non, mais vraiment, c'est les ça Américains. met un coup au projet. Hein. Non, c'est les Américains qui ont leur coup à jouer l'année prochaine. Si Jack Crawford il est champion du monde, champion pas du monde justement, champion de Formule 2 l'an prochain, C'est vrai qu'on bah verra les choses différemment. on verra peut-être les choses différemment. Puis en plus ça fera un titre pour une équipe française avec Dams, donc ce serait quand même pas mal. Mais C'est vrai, ça fait un moment qu'ils en ont pas gagné d'ailleurs. voilà. Mais
les Américains ont leur carte à jouer, mais bien sûr, Colton Herta, s'il y en a un qui est choisi à l'heure actuelle, on voit mal comment ce ne serait pas lui, quoi. Bon, on a fait un petit tour sur les actus. Je te propose qu'on passe au week-end de course qui a eu lieu dans les rues de Las Vegas, avec le succès de George Russell devant Lewis Hamilton et Carlos Sainz, mais surtout, priorité au champion bien sûr, le 4e titre de Max Verstappen. Quadruple champion du monde, il rejoint Alain Prost et Sébastien Vettel. Un peu la même trajectoire on peut très à un jour près. C'est exactement la même histoire que Sébastien Vettel, le jeune prodige qui arrive chez Red Bull et qui en prend 4 d'affilée. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu passer la ligne et être titré pour la 4e fois Max Verstappen? Ouais, qu'est-ce que... Respect, quoi. Tout simplement, le mec a écrit une histoire... Enfin, écrit encore une page de son histoire, écrit encore une page de l'histoire de la Formule 1. Il a fait des choses pas très belles cette année, mais au final, il est quand même champion avec une certaine avance et il est d'un calme et D'une maîtrise? ouais, d'une maîtrise. Il a l'air tellement, tellement serein, tellement fort. Et même quand ça va pas, c'est quelqu'un qui fait jamais d'erreur, quoi. Enfin, très peu. Alors oui, sortir de la piste de ses adversaires, ça peut être considéré comme une erreur, mais je veux dire une erreur personnelle, se mettre dans un mur, passer dans les bacs à gravier, tout ça. Ça arrive quelques fois en free practice, et encore quand je dis quelques fois, c'est quelques C'est très rare. fois. Mais En quand fait, il t'as faut l'impression les que ce points de la mec-là, 5e place, il met les points de la 5e place, quoi. c'est ça, Et t'as l'impression que ce mec-là, en fait, tu peux lui mettre, il arrivera toujours à... Tu peux pas dire qu'il a pas sorti le maximum de ce qu'il pouvait pendant le week-end. Il a toujours sorti le maximum de sa voiture, c'est pas fait une erreur, pas un week-end au travers cette année. Il finit son année sur un Grand Prix du Brésil qui est juste magnifique. Enfin, il nous offre une remontée absolument incroyable. Et on a quand même... Enfin, je me posais une question, Alexandre. Est-ce qu'on nous a pas un peu menti pour la lutte pour le titre, en fait? On a essayé de nous vendre une lutte contre ce beau Lando Norris. Hein, j'ai un peu l'impression qu'on s'est foutu de notre gueule. bah, disons que sur les 2 dernières années, oui, il y a eu une lutte par rapport à... Enfin, en 2024, je veux dire, il y a eu une lutte par rapport à 2023 et 2022 qui était entièrement à sens unique. Est-ce que Max Verstappen, il a stressé à un moment? Peut-être qu'il s'est posé une petite question un soir, un dimanche soir, en train d'un Grand Prix où Norris avait gagné, mais je suis pas sûr qu'il se soit dit ah, il va falloir que je me batte jusqu'à Abu Dhabi contre Lando Norris. Je pense que oui, il y a eu une lutte parce que Norris est revenu un moment pas loin. Et Toi, t'as douté? T'as douté à un moment dans la saison que Norris allait pouvoir le prendre? Sérieusement? non, j'ai pas douté parce que pour moi, Verstappen est forcément déjà bien plus un champion que Norris parce qu'il a déjà gagné des titres. Et j'ai du mal à savoir comment Verstappen pourrait être battu, pardon, hormis si Red Bull devient vraiment mauvais en termes de voiture, parce que il a tout en fait. Où il lui faudrait un adversaire ultra coriace comme Lewis en 2021, comme Et à voiture égale. et à voiture égale, ce qui était. Et là, même si la McLaren était meilleure, la Red Bull n'était pas si mauvaise. Ouais. Elle n'était pas si on avait vu dans les 10 derniers Grands Prix la McLaren meilleure, la Ferrari meilleure, Mercedes faire jeu égal avec Red Bull, et que Verstappen d'un coup il se battait pour 6 et 7ème place quand Norris il faisait toujours podium, oui. Mais au final, même quand Norris gagnait, Verstappen était toujours pas très loin. Il lui prenait des points certes, mais il grignotait quoi. Il mangeait pas tout cru Max Verstappen à chaque course. Donc j'y ai pas cru des masses, mais avant le Brésil, ça paraissait quand même bien plus probable que la lutte allait durer encore et que Verstappen n'allait pas être champion ce week-end, quoi. Mais bon, est-ce qu'on nous a fait un peu trop? On peut pas en vouloir quand même parce que ça fait 2 ans où il n'y a pas de lutte, donc bon, on va dire qu'on a Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de nous vendre le truc. pseudo-lutte, quoi. Ouais, voilà. On a essayé Ouais, bah d'y en fait, croire. quand on voit un peu les batailles en piste, on dirait un peu que Norris n'était pas prêt pour ça. Carrément, il était beaucoup trop tendre pour essayer de se battre avec Verstappen. Quand on voit que Lewis Hamilton, au bout d'une dizaine de saisons, a du mal à se battre avec un Verstappen si intense, si bagarreur, comment Norris pourrait lui se battre avec lui la première année? Ça aurait été un exploit qui réussisse, en sachant que la Red Bull était quand même sacrément supérieure en début d'année.
mais ça n'enlève à rien que c'est sûrement un de ses titres les plus disputés sur les 4 qu'il a eu. Et puis ça me fait poser aussi une autre question, c'est est-ce que c'est pas un peu un camouflet de la vraie performance de cette voiture? On voit que le constructeur s'éloigne de plus en plus pour Red Bull, et que Pérez a fait une énième contre-perf en qualif, P16. Il faut savoir quand même que sur les 6 derniers GP, il a mis seulement 6 points. Ça fait une moyenne de 1 point par course, et ça le classerait 12e au général, avec ce qui semble être, je sais pas, sur les derniers GP, peut-être la 4e meilleure voiture, dans le pire des cas, en sachant que pour moi, elle est peut-être un peu meilleure que la Mercedes. En fait, je sais pas trop où placer le curseur. Dis-moi ce que t'en penses. Où est-ce que tu placerais la vraie perf de cette voiture, en fait? Déjà, Pérez a mis 43 points depuis Monaco. Monaco, c'était en mai quand même, hein. Nous sommes le 25 novembre, date où on enregistre. Il faut quand même se rendre compte que 43 points, c'est ce qu'on lui demanderait en 4, voire 5 Grands Prix. Maximum. Maximum, et même 4 en vrai, même en 3, il peut le faire. Il suffit qu'il en gagne un et ça va. Mais 43 points depuis Monaco, c'est assez effarant. Ça veut dire beaucoup. Et le problème, c'est qu'on a du mal à juger Red Bull parce qu'on a un pilote qui est constamment à l'arrière et un pilote qui est constamment devant. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que c'est Verstappen qui surconduit et qui, grâce à son talent, surperforme avec la Red Bull? Est-ce que c'est Pérez qui n'y est plus du tout et qui sous-performe? Est-ce que si on mettait 2 pilotes, on va dire mid, est-ce que la Red Bull serait top 10? On a du mal aujourd'hui à savoir. Est-ce que si demain Norris rejoignait Verstappen, Red Bull ferait 1 et 2? Est-ce que si demain Lance Stroll rejoignait Sergio Pérez, Red Bull ferait 16 et 17? Aujourd'hui, c'est pour moi bien compliqué de se dire à quel niveau est la Red Bull. Je pense qu'elle fait quand même toujours partie des 4 meilleures voitures, évidemment, mais est-ce que la Ferrari est pas meilleure que la Red Bull et Verstappen surcompense ce déficit de niveau par son talent, par sa parfaite connaissance de la voiture? C'est assez compliqué de savoir au final. À noter quand même que J'ai pas donné Pérez, de du coup, réponse. est parti 16e en qualification, mais en course, il n'est pas forcément remonté. Il a terminé, si je te dis pas de bêtises, quasiment 50 ou 50 secondes derrière Max Verstappen. Derrière une AlphaTauri et une Haas. Et il vit un premier relais chaotique, hein. Il est englué à l'arrière du peloton, il n'arrive pas à se défaire des mecs. Il gagne 2 places parce que Albon et Gasly abandonnent. C'est-à-dire que quand on voit Verstappen qui part loin, alors c'est des conditions différentes, tout ça, et on sait que la Red Bull, à l'heure actuelle, comme l'était la Mercedes il y a quelques années, elle n'est pas faite pour rouler dans le peloton. Oui, mais bon, quand c'était Verstappen ou Hamilton dans le peloton, même si elle n'était pas faite, ils parvenaient quand même à remonter, ou du moins à doubler les voitures inférieures, comme la Haas, l'AlphaTauri, ou l'Alpine aussi, prenons d'Ocon par exemple ce week-end, qui aurait pu se trouver sur la route de Pérez. Et après, ces voitures-là, elles avaient du mal contre les voitures de tête, donc quand c'était Mercedes, contre la Red Bull, contre la Ferrari, parce qu'elles Ce qui semble un peu plus logique. Ce qui semble plus logique, mais là, c'est assez fou que Sergio Pérez, il galère face aux Williams aussi, juste en performance pure, sans parler du niveau des pilotes, quoi. On a l'impression que avec la Red Bull, t'as juste à bien sortir du virage, t'appuies un peu sur l'accélérateur, tu peux la doubler facilement. Et lui, non. Donc, oui, il y a un problème de pilote, et c'est ce problème qui est à l'origine de toutes ces rumeurs sur Pérez. Oui, un jour non, et ça se comprend, quoi. Ouais, pour moi, il y a un certain problème de structure chez Red Bull qui sont en pleine transition après les scandales de début d'année. Hein. L'affaire a été un peu étouffée, mais il y a beaucoup de mal qui commence à transpirer de cette affaire, je trouve, où beaucoup de gens sont partis, dont Adrian Newey, beaucoup de gens qui avaient des postes clés en interne aussi, et on le voit sur la gestion de la saison, sur la performance de la voiture, ils commencent à être complètement largués au constructeur, et puis ce week-end, on les a vus arriver en FP1, où ils sont genre 17 et 18e, je crois, où entre les sessions, on finit par couper à la Dremel l'aileron arrière, parce qu'en fait, il a trop de traîné, que on va dépasser le cost. On va dépasser le cost cap si on fabrique un aileron arrière low drag, ce qu'ils appellent, avec moins de traînées. Donc on n'a pas de config en fait pour ces circuits-là. Non, mais ils se sont trompés aussi dans leur anticipation du week-end et dans
l'aileron qu'il fallait apporter. Alors est-ce qu'ils se sont trompés en arrivant à l'usine en prenant le premier alors qu'il fallait prendre le deuxième? Est-ce qu'ils se sont trompés dans l'analyse du circuit? Je sais pas, mais De ce que disait Christian Horner, en fait, il y a eu deux versions. Il y a eu Helmut Marko qui disait que, alors on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, qu'ils n'avaient pas apporté le bon, et ensuite Christian Horner l'a corrigé en disant qu'en fait ils n'avaient pas d'aileron arrière avec une traînée moins importante dans leur package aéro disponible, et que du coup, en fait ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Alors j'ai pas vérifié, je sais pas ce qu'ils avaient, serait intéressant de voir l'aileron arrière qu'ils avaient à Monza ou à Bakou. ouais, Sur ouais, des circuits où on Bakou, roule vachement déchargé, parce qu'on a vu l'Alpine avec son aileron arrière façon de table à repasser hyper plat, vraiment sans aucune forme, qui était vraiment très très qui apportait vraiment très peu de traînée sur l'arrière de la voiture, ce qui a été payant pour eux dans une certaine mesure. Donc ça fait poser des questions et ça fait peur pour l'année prochaine pour Max Verstappen, quoi. Est-ce qu'au final on pourrait pas, enfin je me pose la question, est-ce qu'on pourrait pas retrouver la même chose que Sébastien Vettel, 4 titres d'affilée, vraiment la même histoire, 4 titres d'affilée, et puis après ça coince. à la différence que, à l'heure où on se parle, Max Verstappen aura toujours le même équipier l'an prochain. Là où Sébastien Vettel, après ses 4 titres, avait vu arriver Daniel Ricciardo en lieu et place de Mark Webber. Mais Et qu'il avait bien froissé. oui, on pourrait voir. Je pense pas que Verstappen vivra la saison chaotique de Vettel en 2014, mais Verstappen pourrait ne plus être champion du monde dans un an. Ça, c'est plus envisageable, on va dire. Et là, à mon avis, feu à la maison. Ah bah là, ça rebattrait à mon avis beaucoup de cartes, mais si on commence à faire les pronos ce soir de ce qui se passerait si Verstappen n'était pas champion du monde, on en a pas fini, hein. C'est clair. Je te propose d'enchaîner sur le deuxième point. Mercedes, qui fait un doublé complètement inattendu. 1 et 2, qui ont été devant tout le week-end, et même eux, apparemment, ne savent pas pourquoi. Retour en force ou feu de paille pour toi? Bah, feu de paille, c'est un peu méchant, mais en plus c'est mon terme, donc je l'ai pas choisi, mais Mais en je fait, pense c'est plutôt, on pourrait poser la question dans un autre sens et apporter des éléments peut-être. En fait, quelle place ont les conditions particulières dans ce doublé? On sait qu'en ouais, début d'année, beaucoup. par exemple, quand ils sont allés en Australie, il a fait très frais sur les free practice et ils étaient complètement devant, et ils ont retrouvé une voiture mais complètement changée dès qu'il a commencé à faire chaud en qualif. C'est comment il s'appelle? C'est James Allison qui en parlait. Est-ce qu'ils n'ont pas eu de la chance au final qu'il fasse frais tout le week-end? Oui, en quelque sorte, ils ont eu de la chance, et on sait que par exemple le Brésil, c'est un circuit qui est propice à une grosse performance de Mercedes. Ça l'a pas été pour Lewis Hamilton, loin de là. Et en plus, il y avait des conditions particulières. Et Russell, lui, s'en était plutôt bien sorti avant les safety cars, tout ça. Il paraît qu'il allait même gagner la course, selon certains membres de notre groupe des stagiaires, mais on les cite pas. Et non, mais Russell était dans le match, et on est arrivé quand même à Las Vegas avec Hamilton qui nous disait, c'est vrai que j'hésitais à revenir ou pas. Ouais, Là, on c'est s'est vrai. dit, oula, Tellement ça la va être pour la performance fin de la de voiture saison. était catastrophique et qu'il s'y Ouais. retrouvait pas, quoi. Et puis vendredi, on a vu P1, P2 et P1, P3. On s'est dit, ah ok, bon bah, il avait l'air quand même content de revenir. Et non, je pense que oui, les conditions favorisaient un max Mercedes, mais Mercedes a aussi été capable, par ses pilotes, par sa stratégie, d'être parfait tout simplement, dans le même temps de guider Russell vers une victoire acquise avec la manière, et dans un second temps de pas se démoraliser côté Hamilton après cette qualification tout simplement ratée, et d'aller chercher un super doublé pour le team. Donc non, franchement, il montre que Mercedes reste une grande écurie, et que quand tout va, ils sont imbattables, quoi. Parce qu'aujourd'hui, personne n'aurait pu les battre à Las Vegas. Et je pense que ça va rentrer malheureusement dans la normalité au Qatar, où ben, ils risquent pas de faire froid. Au Donc contraire. je pense qu'ils vont retrouver leur place derrière Ferrari, Red Bull enfin derrière Ferrari, Verstappen et McLaren. Et mais ça prouve qu'on travaille encore chez Mercedes, et que quand ils auront retrouvé une voiture compétitive, ils seront de retour aux avant-postes, quoi. Et C'est c'est un vrai que bon point pour Russell aussi.
je pense. C'est vrai que niveau opérationnel, il n'y a rien à dire, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu as fait. Ils ont l'impression qu'ils ont trouvé directement la bonne façon de faire chauffer les pneus, là où les autres équipes ont complètement ont eu des soucis, ont mis du temps à s'y mettre, à trouver le process. Eux, ils ont tout de suite été là, tout de suite été devant, le process de mise en température, etc. Les pilotes, du coup, avaient tendance à dire qu'en fait, le problème de cette voiture-là, c'est qu'elle est vachement sous-vireuse, et que idem sur un circuit froid avec moins de grip, ça avait tendance à gommer ça vu que ça la rendait un peu plus survireuse au contraire. On sait qu'ils ont aussi des problèmes avec leur train arrière, ce qu'on a pu voir avec Lewis Hamilton en Q3 qui lui n'arrive pas à trouver le feeling avec la confiance, mais malgré tout ça a réussi à combler un peu et à gommer les défauts de la voiture, et on a vu qu'une fois les défauts gommés, la voiture est juste mais au-dessus, et de quelle manière. Parce que Russell gagne avec quasiment 10 secondes d'avance sur le troisième qui est Sainz, avec même 11 secondes, et puis il gère sa course devant, quoi. J'ai pas l'impression qu'il cherche à forcément pousser comme Hamilton a pu le faire. Et lui, Hamilton par contre, a enchaîne monté. 11 tours quand même. Hein. 11 Lui- tours, 11 meilleurs tours en course. C'est hallucinant. Et lui nous a permis d'ailleurs de voir le vrai potentiel, je pense, de la voiture, qui était au-dessus, comme disait Chauvelin, le directeur de l'ingénierie Mercedes, qui était au-dessus des simulations, des meilleures simulations qu'ils avaient pu prévoir. Ils étaient complètement choc-barre tous sur le pit par le rythme affiché par Hamilton. À un moment donné, on s'est dit, mais enfin, il sort du pit, je crois, avec 13 secondes de retard sur Russell, et il revient à 5 secondes 4 à un moment. Enfin, bon, après, il a plus de pneus, hein, ça finit un peu plus loin, mais le rythme affiché par Hamilton est quand même fou. L'impression qu'en fait Russell s'affirme au meilleur des moments en tant que leader de l'équipe. La passation de pouvoir a l'air de se faire comme il faut. Puis Hamilton, au final, lui oppose pas vraiment de résistance cette année, parce qu'il prend un sacré 17,5 en qualif. Encore une prestation, on l'a dit le dimanche, magistrale, mais le samedi, c'est difficile à dire, mais c'est quand même assez catastrophique, Lewis Hamilton en qualification cette année. Ouais, c'est frustrant, surtout quand tu le vois P1, P2, des FP1, FP2, tu le vois à l'aise en FP3, et tu dis, bon, Q1, Q2, c'est pareil, hein, il est devant et tout, tu dis, bon, là, ça va faire gros chrono, le premier relais marche pas, et le deuxième, bah, ça marche pas non plus, il part dixième, et tu dis, non, c'était peut-être aujourd'hui la dernière pole d'Hamilton avec Mercedes. Bon, il se rappelle à notre bon souvenir le lendemain, et tant mieux, on va dire, mais je pense que la passation, elle se fait bien parce que Hamilton et Mercedes se respectent tellement mutuellement les uns les autres qu'ils veulent pas que ça se finisse mal. Et donc forcément Hamilton euh, se sent toujours aimé par Mercedes et donc ne veut pas comment dire mettre des bâtons dans les roues à Russell. Au contraire, en plus c'est deux Britanniques, je pense que ce sont deux coéquipiers qui s'apprécient sincèrement. Donc à mon avis la transition elle se fait bien parce qu'Hamilton est très intelligent et joue ses dernières heures avec Mercedes qui sera pour toujours sa grande équipe parce qu'à mon avis il gagnera pas 6 titres avec Ferrari mais et d'un autre côté Mercedes respecte tellement son champion que ils le mettent pas dehors quoi, ils le gardent et ils le traitent comme ils l'ont toujours traité et je pense que c'est pour ça que ça se fait si bien et que Russell prend petit à petit du pouvoir sans que ce soit too much et qui en plus enchaîne des bonnes performances pour Russell et donc ça le met en confiance pour l'année prochaine où il sera attendu plus qu'au tournant là quand même. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'on l'attendra avec de grosses responsabilités sur les épaules, mais je pense que ces 2-3 années passées chez Mercedes avec Hamilton, ça lui a permis d'avoir. Il avait toujours cette excuse-là de mec, à côté de toi, t'as juste le meilleur de tous les temps. Donc c'est normal si t'arrives pas forcément à matcher, mais il a jamais été vraiment trop ridicule non plus. Non. Donc je pense que vraiment la transition est faite et bien faite, et c'est bien travaillé depuis ces années. Maintenant, à voir ce que la suite leur réservera, mais ça semble en bonne voie en tout cas pour Mercedes. On espère, c'est quand même une écurie mythique et on voit McLaren qui progresse vraiment, Ferrari qui gagne en constance et qui gagne en bonne logique, on va dire, depuis l'arrivée de Vasseur. Red Bull qui, tant que la Max Verstappen est toujours compétitive, si on peut avoir une vraie bataille à 4 chaque week-end, ce serait assez fou. Et si on peut avoir des courses animées où la stratégie n'oppose pas 2 mais 5, 6 ou 7 pilotes, ce serait quand même du pur bonheur et ça redonnerait un dynamisme que la Formule 1 a un petit peu perdu. Débat clos sur Mercedes, en attendant l'année prochaine maintenant je pense, parce que je suis pas sûr qu'on les revoie à si belle position d'ici la fin de l'année. Mais chez les rouges, est-ce qu'il y aurait pas un peu le feu là, Alexandre En fait, on a l'impression que ça arrive
au pire moment de l'année. On recontextualise en fait. Bon, ils finissent 3 et 4, tout va bien, on a l'impression que ça va. Sur les 4 dernières GP, Ferrari score 143 points contre 92 chez McLaren, 80 pour Red Bull. Il n'y a plus que 24 points d'écart avec McLaren en attendant les 2 derniers GP. On se dit, c'est maintenant ou jamais pour être soudés, ils sont sur une bonne dynamique. Et là, qu'est-ce qui se passe en course ? On dit à Carlos Sainz, sur le dernier signe, de rester derrière Charles Leclerc à la sortie des stands parce qu'il n'a pas les pneus en température, de ne pas lui mettre la pression. Et qu'est-ce qu'il fait Carlos Sainz ? Il va quand même le doubler. Il va quand même le doubler, ce qui va rendre fou Charles Leclerc, qui va nous faire une petite sortie en fin de course en disant qu'il s'était fait baiser, pour reprendre ses mots. Est-ce que en fait ça arrive pas au pire des moments pour Ferrari cette histoire ? Ah ouais, parce que là, il semblait parti pour aller battre McLaren sur le sprint final. Ils étaient tellement costauds les deux, que ce soit Leclerc et Sainz, là où Norris est moins en verve, Piastri est plus irrégulier qu'il y a quelques temps. Pour l'instant, on va dire qu'en fait, certes, Charles Leclerc se sent un peu désabusé, mais il faut quand même 3 et 4. Que ce soit Sainz ou Leclerc qu'il fasse, pour Ferrari, ça change rien en fait, ça fait 3 et 4. C'est vrai. Et l'avantage qu'ils ont dans ces problèmes, c'est que le pilote qui reste l'année prochaine, c'est Leclerc. C'est pas Sainz. Ce qui fait que Leclerc, il peut pas non plus se les mettre entièrement à dos, parce que en février, quand il va revenir, il sera toujours habillé en rouge. Là où Sainz aurait pu avoir aucun scrupule mal à le faire, parce que lui, de toute façon, il s'en va. Donc, je sais pas, mais c'est rarement une bonne chose déjà quand il y a des problèmes. Là, c'est sûr que vu où ils en sont, c'est pas la meilleure des périodes. Mais en même temps, j'ai confiance en le management de Frédéric Vasseur. Et je pense que c'est quelqu'un d'intelligent qui va savoir trouver les bons mots pour calmer Leclerc. Peut-être les bons mots pour dire à Sainz, bon, tu te barres, mais surtout qu'on sait que Sainz quand même, quoi. On sait que Sainz, dans le bus, on ne rajoutera pas devant les médias. C'est un grand politicien, c'est un peu à l'image de Marc Oui. Marquez en MotoGP. Hein. Il est capable de faire totalement différemment sur la piste, faire genre, les gars, j'ai pas entendu, j'ai pas compris, je l'ai pas mis sous la pression. En vrai, je l'ai doublé sans prendre de risque. Donc, c'est pas un bon moment. Est-ce qu'il y a vraiment le feu ? Je pense qu'on aura un peu la réponse au Qatar aussi, voir comment ça se passe dans les médias, comment ça se passe en piste aussi également. À noter que Charles Leclerc sur Instagram, dans son dernier post, c'est vraiment des exemples, hein, a dit qu'il ferait tout pour se battre pour la 2e place au championnat pilote et pour aider l'équipe au constructeur. Est-ce qu'il essaie pas d'envoyer aussi un message, de dire vas-y, vous voulez me baiser ? Ben maintenant je vais jouer pour... Enfin, l'impression que il peut presque tout faire foirer en fait. Ouais, sa sortie déjà à la radio, on peut se poser la question si... Je pense qu'il a vraiment pas vu que la radio était allumée quand il parle. La deuxième fois peut-être pas, mais la première... La première, oui. Mais... La première, à la limite, si tu enlèves les injures qui sont maintenant très mal vues par la FIA et par de la F1, il dit pas forcément beaucoup de choses que des faits, quoi. Alors est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut pas le dire, ça c'est toujours le même débat, mais à chaque radio on se pose la question, et il faut jamais oublier cet effet de frustration et ce moment où quand t'es pilote, t'es seul dans ta voiture, t'oublies que il y a 10 millions de personnes qui te voient en direct, il y en a 100 millions qui vont te voir sur les réseaux après. Ça reste des humains et qui sont frustrés et qui peuvent avoir la même réaction que nous quand on est frustré, quoi. Donc non, après, est-ce que Charles Leclerc, il va jouer tout seul ? Je pense pas. Je pense que c'est quand même un garçon intelligent. Je pense une nouvelle fois que Fred Vasseur va le laisser digérer et lui donner les bons mots ensuite. Mais ouais, il n'a pas intérêt pour moi à être un peu idiot sur cette fin de saison et à la jouer perso quand il a un Lewis Hamilton qui va arriver chez Ferrari et quand il aura peut-être l'année prochaine enfin une voiture pour jouer un titre. Donc j'espère pour lui qu'il fera preuve d'intelligence et qu'il va laisser cette mésaventure derrière lui. Et qu'elle ne laissera pas de trace surtout. Je peux pas m'empêcher quand j'ai vu ça d'écrire à Kevin. Et la question qui m'est venue en fait c'est est-ce que c'est pas ce qui lui manque au final à Leclerc pour être ce pilote-là, ce fer de lance-là, d'avoir ce chien que peut avoir Verstappen, ce chien qu'a eu Lewis Hamilton dans ses premières années. Est-ce qu'en fait il est pas trop naïf, Leclerc ? Est-ce que c'est pas ce qui lui manque pour être enfin
le title contender qu'on attend lui, parce que si on remonte dans les derniers champions du monde, c'est du Hamilton, c'est du Vettel qui était ingérable chez Red Bull, on se rappelle du multi-21 avec Weber, enfin, il en a absolument rien à foutre des consignes d'équipe, c'est Rosberg qui a fait tout ce qu'il pouvait, le mec s'est planté en plein milieu de la rue de Monaco pour faire la pole en 2016. La seule anomalie sur laquelle j'arrive à revenir, on parlera pas de Max Verstappen bien sûr, c'est peut-être Button 2009, qui était un peu le good guy, qui a fini champion du monde, mais le pur gentleman driver, on dira à la British, mais qui au final c'est un peu l'anomalie, quoi. Il se retrouve avec Barrichello en tant que coéquipier sur une voiture qui ne doit jamais dominer, enfin, c'est vraiment... heureusement que la saison dure que 14 ou 15 GP, parce que sinon il gagne jamais. Mais si on remonte même plus loin, enfin, Fernando Alonso, etc., c'est tous des mecs qui étaient, mais on peut dire ce qu'on veut, ils ont leur caractère, quoi. Au fond, c'est pas des team players. Non, mais par exemple, un Lando Norris, avant cette saison, personne se disait ouais, il est super calme, il est trop calme et tout. Mais vu qu'on l'a vu jouer le titre un temps et se faire bouffer par Verstappen, le Lando Norris qui va arriver l'année prochaine, pour moi, il va être bien plus méchant, bien plus vénère. Et donc dans ce cas-là, je me dis, Leclerc, il a jamais été en passe de jouer un titre finalement. Il a toujours été peut-être début de la régulation en 2022. Ouais, début, mais et il a vite craqué, hein, on se rappelle de sa sortie au Castellet. ouais, puis un titre, ça se joue pas vraiment en début de saison au final. C'est-à-dire que Norris, C'est vrai. il se serait peut-être pas autant plaint s'il s'était pas fait sortir au Mexique, à Austin et tout, quoi. Là, Leclerc, Faut quand même rappeler que Norris c'est 7 pôles et aucune victoire convertie. Hein. oui, aussi. Niveau mental et... Ouais, Leclerc, ça a été aussi longtemps son problème quand même. Le nombre Mais de ça pôles l'est toujours qu'il a d'ailleurs. pas converti, et ça l'est toujours aussi. Mais je pense que Leclerc, il pourra peut-être gagner ce côté un peu chien, comme tu disais, le jour où il sera vraiment dans une bataille pour le titre et qu'il le perdra comme ça. Parce que Norris et Leclerc, pour moi, c'est des profils assez différents sur ce côté-là. Et je me dis, bah, peut-être que Norris, on va découvrir un nouveau Norris l'année prochaine, bien plus agressif, bien plus vénère, et ça se comprendrait. Et que ça le mènera peut-être au titre, ou du moins ça le mènera peut-être à vraiment jouer un titre. Et peut-être que c'est aussi ce qui manque à Charles Leclerc aujourd'hui. Et ce côté chien, il le trouvera plus tard dans sa carrière, peut-être quand il perdra vraiment un titre, parce que pour l'instant, bon, il regarde un petit peu de loin, quoi, on va dire. C'est vrai. Après, on l'a vu quand il fallait se battre avec Vettel ou quand il fallait se battre avec Verstappen, je pense qu'il a ce petit truc en plus où quand même à la bagarre, il a un cran au-dessus de Norris, quoi. Vraiment, Ouais, il est pas... Oui, ça oui. Non, je sais pas, j'ai envie de laisser du temps à Leclerc, mais le problème c'est que bah, il vieillit en fait. Et au final, c'est plus le petit rookie qu'on voit y arriver en 2018, tout ça, c'est un pilote qui est censé arriver à maturité, et s'il lui en faut encore 1 ou 2 ans pour se battre pour le titre et devenir plus vénère, bah, dans 2 ans, est-ce qu'il sera encore au top, entre guillemets, est-ce qu'il sera encore titrable? Oui, mais bon, faut- les années s'écoulent et on voit pas Leclerc être en mesure de devenir champion du monde, quoi. Et c'est un peu triste au vu du potentiel et du l'attente et du autour talent du du pilote. garçon. C'est Et vrai. du talent du garçon aussi. Pour finir le chapitre Ferrari, je voulais quand même qu'on parle assez rapidement de l'entrée dans les pits de Carlos Sainz, qui rentre devant Lewis Hamilton dans les pits, et puis d'un coup la caméra change, et puis il est plus là. Il coupe complètement la ligne des stands juste avant de rentrer devant le muret. Il revient sur la piste pleine balle, et c'est considéré comme un track limit par le nouveau directeur de course. Enfin, je sais pas, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait il freine 100 mètres plus tôt, du coup, ou 50 mètres plus tôt que s'il prenait le virage normalement. S'il y a quelqu'un à sa droite, en fait, il se passe quoi? Enfin, là, il y a personne, tant mieux, mais en plus, il recoupe une piste sale, une partie de la piste sale. Enfin, je trouve ça un peu limite, moi, qu'il soit pas pénalisé sur ce move-là, en fait. Ouais, qu'il soit pas pénalisé, qu'il n'y ait pas d'enquête aussi, que ce soit considéré comme un track limit, c'est assez étonnant. Oui, ça fait peur parce que c'est pas sécuritaire du tout, quoi. Et donc, c'est assez étonnant qu'on ouais, on ait eu aucune analyse, que ce soit un peu passé Sous les radars. radars. Mais oui, parce que même post-GP, on n'a pas vraiment eu de grands retours dessus ou quoi, mais c'est vrai que ça paraît complètement insensé déjà de faire ça premièrement, et de même pas ouvrir une enquête, ou peut-être qu'il a été écouté, peut-être qu'il a été convoqué chez la direction de course, mais on n'a
vu passer ni document officiel ni annonce, donc ça m'étonnerait. Ouais, c'est une situation assez étrange, mais qui a pas eu l'air de choquer beaucoup de monde non plus, quelque part. Ben, je sais pas, surtout que bon, ben, ça a pas fait grand bruit, mais en fait Ferrari était juste pas prêt pour l'accueillir, hein. Au dernier moment, en fait, ils lui ont dit ben mec, en fait, rentre pas. Un peu à l'image de Raikkonen parce que à Silverstone oui, en lui, il peut rien 2018, en je soi, pense. quelque part. On lui dit finalement sors, le seul moyen qu'il a de sortir, c'est de couper cette trajectoire. C'est humain, c'est toujours pareil, on est un pilote, enfin, Voilà, mec, il tu sait peux qu'il faire un va perdre plus de drive-through ou temps. juste rester sur la piste, tu fais pas le drive-through quoi en fait. Exactement. Donc, en même temps, voilà. Mais en même temps, c'est ce qu'il a fait, c'est ultra dangereux, quoi. Après, il y en a qui font des drive-through alors qu'ils ont pas pris de pénalité, mais SO Esteban Ocon, bien sûr, bonjour. Mais d'ailleurs, en parlant de Esteban Ocon, est-ce qu'on parlerait pas du week-end un peu roller coaster de Alpine qui arrivait sur son petit nuage du Brésil après le double podium 2 et 3 dans des conditions dantesques? Et c'est là où on a pu voir un peu le grand talent des pilotes normands que sont Gasly et Ocon sous ces conditions-là. En fait, est-ce qu'ils retrouvent pas un peu leur standard ce week-end? Parce que sur la continuité, on a un Gasly qui nous sort une P3 stratosphérique en qualification, on sait pas d'où ça sort, on sait pas d'où ça vient. C'est les plus rapides en ligne droite alors qu'ils ont un moteur le plus asthmatique de tout le paddock. Ocon, mine de rien, sûrement avait les pièces de reste, arrive à se qualifier 11ème. Donc on se dit c'est reparti pour scorer des gros points, consolider cette 6ème place au constructeur. Et puis qu'est-ce qui se passe, patatras, le dimanche? Je pense que c'est au 13ème tour par là. Gasly se retrouve dans l'aspiration de Tsunoda. La voiture prend plus de RPM que le limiteur autorise ou je sais pas quoi. Le moteur s'emballe. Une pièce passe à travers la carrosserie. Le moteur explose. Fin du GP pour Gasly. Quelques tours plus tard, on appelle Ocon au stand. On l'appelle. C'est pas lui qui... On l'appelle. Il rentre dans les stands. Et il n'y a personne au box. Donc il fait un drive-through et il s'arrête le tour d'après parce que, enfin, quand même, ils sont là, ils ont un tour de retard, mais pas deux non plus. Est-ce qu'en fait, welcome back Alpine, quoi? en fait, c'est triste parce que on s'attendait pas à ce qu'il fasse un double podium. Évidemment, les Brésil, c'était des conditions particulières. La qualif de Gasly, c'est un peu à l'image de Mercedes dans des conditions particulières où le moteur Alpine, il marche dans ces conditions fraîches, il respire peut-être un peu mieux ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il sort un tour peut-être le plus beau de sa carrière en qualification. Et Ocon, on se dit 11ème, on sait qu'il va pas remonter P2, mais on se dit il va aller chercher la P10, la P9, enfin au moins quelques points quoi. Et Ocon et Gasly, pardon, c'est pareil, on sait que aller chercher un podium, ça paraît quand même bien improbable, mais faire un top 7, top 6, top 5 peut-être même, selon les circonstances, pourquoi pas. Gasly, il n'a pas le temps de savoir s'il aurait pu faire un top 10, et Ocon, il perd tout dans les stands, et c'est malheureux en fait de se dire que on passe d'un week-end grandiose, peut-être le plus beau de la marque depuis depuis la Hongrie, on va dire, quand Ocon avait gagné, forcément c'était plus beau peut-être même que ce double podium, mais bon, c'est forcément un week-end historique. Et là, on retombe sur un week-end classique Alpine où en plus on perd des points sur As. Non, c'est un roller coaster, mais dans le mauvais sens du terme là. Et c'est triste parce qu'on s'attend pas à ce que ça change en fin de saison. Et on s'attend presque à ce que ça se reproduise. Et puis forcément, un problème moteur de Gasly alors que le moteur c'est le sujet principal d'Alpine, ça fait aussi beaucoup parler et pas en bien. Donc ouais, on a retrouvé un Alpine pas sûr de soi, on a retrouvé tout le mauvais côté d'Alpine qu'on avait cru perdre au Brésil et ça fait un peu mal quand même. Et on passe bien sûr le bonjour à tous ceux qui nous racontaient la leçon le samedi soir sur Twitter, hein, vraiment, le moteur Alpine, là. Non quoi, du coup Alpine qui se retrouve un point derrière As alors qu'ils sont arrivés avec 6 points d'avance si je te dis pas de bêtises sur ce Grand Prix de Las Vegas, donc ça veut dire qu'ils en perdent 7 et ils en ont plus de 3 d'avance sur AlphaTauri. Ces gens-là n'avaient pas mis leur réveil à 7h dimanche matin, donc Ils vivent dans le déni. Dans l'ignorance et l'effervescence de cette 3ème place de Pierre Gasly. Et je les comprends parce que quand tu es fan d'Alpine, autant arrêter le week-end le samedi parce que c'est vachement mieux quand même. Donc, mais bon, non, on blague, mais bon, c'est quand même pas la joie quoi. En parlant de petits farceurs,
On va parler des fans de McLaren, bien sûr, on va parler de McLaren, hein, ceux qui pensaient vraiment qu'ils allaient pouvoir jouer un titre cette année. Deux titres même, un doublé là. Donc déjà, il y en a un qui s'échappe, et est-ce que le deuxième est pas en train de partir? Est-ce qu'on n'attend pas vraiment un rebond obligatoire au Qatar? Parce qu'ils sont en train de perdre de gros points là sur les 4 dernières GP face à Ferrari. Ils perdent plus de 50 points, 51 points même, par rapport à la firme italienne. Il reste 2 Grands Prix, il faudrait pas que les deux leur passent sous le nez, non? Ce qu'il y a, c'est qu'au Qatar, ils sont très vite. On l'a vu l'année dernière, Piastri qui fait la pole en sprint, je crois qu'il la remporte aussi. Norris qui est ultra régulier, qui finit derrière Verstappen. Donc au Qatar, ils sont supérieurs à Ferrari sur le papier. Et à Abu Dhabi, ça match. Ils étaient un peu devant l'année dernière, mais Leclerc était pas mal. Et Sainz a eu des problèmes. Donc on va dire que c'est un match sur Abu Dhabi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont 24 points d'avance, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Si par exemple ils s'arrivent à Abu Dhabi en ayant perdu rien que la moitié, là faut se poser des questions parce que la dynamique sera du côté de Ferrari. T'as perdu tes points dans sur un circuit qui est censé être favorable. Pour moi, il faut que McLaren reparte avec une bonne 35-40 points d'avance sur Ferrari pour être assez serein avant le dernier Grand Prix, parce que là il faudrait un cataclysme pour qu'ils perdent le titre constructeur. Mais attention, si Ferrari reprend des points à McLaren et des gros points comme ils prennent là ces derniers temps au Qatar, ça peut mettre un gros coup à l'équipe de Zak Brown. Surtout que Ferrari, on a l'impression que depuis 4 GP, comme je te disais, ils ont vraiment réussi Ouais. à gommer les problèmes qu'ils avaient jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'ils avaient une voiture qui est très rapide en qualif, depuis la nouvelle réglementation, mais qui mangeait ses pneus en course. C'était horrible. Alors que là, c'est devenu un peu l'inverse. Ils sont pas les plus rapides en qualif, mais par contre, ils ont une voiture en course qui est monstrueuse. Donc, j'arrive pas trop à savoir, moi, de quel côté de la balance ils se trouvent. S'ils sont vraiment dépassés McLaren, il se dit que sur les simulations, Ferrari s'attend à pas être aussi performant que ça sur le circuit du Qatar, qui est un circuit qui leur correspondrait moins que ça. Mais on l'a attendu déjà plus tôt dans la saison, et on a déjà vu l'inverse. Donc sur la dynamique, moi je dirais quand même attention Ferrari, parce que même si on a tendance à voir McLaren tête devant en qualif, on verra. Moi je me méfierais jusqu'à la fin de la course. Et puis après le Qatar c'est aussi ultra spécial parce que il va faire méga chaud, tout ça. Le circuit peut être très sale. Le circuit peut être très sale. Est-ce que la Ferrari plein va d'éléments. réussir à combler ce problème? Est-ce que ils vont galérer et McLaren va être au-dessus? Non, le Qatar, ça va être un gros tournant, je pense, dans ce classement constructeur. Peut-être même plus que Las Vegas ou que le Brésil. Mais ouais, attention à Ferrari parce que là, ils sont en passe d'aller chercher un titre qu'ils n'ont pas connu depuis 2008 quand ils avaient laissé échapper le championnat lors de la dernière course, le championnat pilote avec Massa, ils avaient quand même gagné le titre constructeur. Mais donc ils ont super faim. Ferrari, je pense que McLaren a tout aussi faim, mais bon, voilà quoi. La Scuderia, ça gagne des titres et bah quand on a pu gagner depuis 2008, il faut un moment revenir aux avant-postes et là ils ont la meilleure occasion possible depuis de nombreuses années parce que même avant, sans remonter jusqu'à 2008, hormis la période où Alonso ou Vettel étaient en bagarre, alors que l'un c'était avec Vettel pour Alonso, l'autre c'est Vettel c'était pour Hamilton, depuis quelques années. Maintenant, il y a eu tous les titres d'Hamilton où Mercedes était seul au monde, puis Red Bull, puis cette bataille entre Red Bull et Mercedes. Mais donc Ferrari n'est plus dans l'équation depuis une bonne dizaine d'années presque. Donc ouais, 8-9 saisons du moins. Donc c'est sûr qu'il faut aller chercher ce titre Puis honnêtement, pour la marque et pour la crédibilité en quelque sorte de la marque. on voit la tête des line-up. Est-ce qu'il y a vraiment photo entre Sainz Leclerc et dans l'état d'esprit, en tout cas, je te dirais, et Piastri Norris Ah, pour aller chercher un titre? limite. Oui, parce que dans l'état d'esprit, on sentait Norris vachement concentré sur le titre pilote. On sent Piastri qui, lui, est concentré sur son apprentissage. Après, voilà, évidemment que les deux ont envie d'emmener leur constructeur sur le toit du monde. Hein. On va pas dire qu'ils s'en foutent, mais ouais, Leclerc et Sainz, ça leur tient peut-être plus à cœur, peut-être aussi parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, peut-être parce que Leclerc c'est un pur produit de Ferrari, là où Norris est aussi un produit McLaren quelque part, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur argument. Mais on sent Leclerc peut-être plus attaché à Ferrari que les McLaren à Norris. Que les Norris à McLaren aussi. Même si c'est peut-être le fils de Zak Brown, on sait pas. Je vais Et ça, t'aborder Maxime vous donnera des infos plus tard.
Dernier petit point que je souhaitais faire quand même. Colapinto qui sort et qui crache encore une voiture, là ça fait 3 en 2 GP, on parlait de lui de plus en plus, pourquoi pas chez Alpine, Douane même pas arrivé qui sauterait déjà, remplacé par Colapinto et les sponsors qui l'amèneraient, on parle d'environ 10 millions de dollars déjà chez Alpine pour la fin de saison, donc c'est quand même assez colossal, hein. C'est typique des pilotes sud-américains comme Pérez. Mais je me posais la question, est-ce qu'il est pas un peu sous la pression, en train de ruiner toutes ses chances de baquer l'année prochaine en fait? Bah, avoir un pilote qui casse, c'est rarement une bonne chose, hein. C'est rarement la volonté d'une équipe. Donc là, forcément, autant ses premières apparitions, il avait étonné et il avait agréablement surpris tout le monde. Autant là, depuis 2 week-ends et depuis quelques sessions, bah, il, il reproduit un peu les mêmes erreurs qu'avait fait Sargent. Alors, dans une moindre mesure évidemment, mais c'est casser ses voitures, c'est faire des erreurs qui sont peut-être normales pour un rookie, mais qui sont ultra lourdes de conséquences. Surtout ça, les mecs de chez Williams, les pauvres, à chaque qualif ou course, ils doivent réparer une voiture, si ce n'est 2 par week-end. Donc c'est vraiment compliqué. Budgétairement parlant, c'est très très cher Et puis surtout que quand ils sortent les consommer deux une là, Formule 1. ils font pas semblant, hein. À Et ils chaque font fois pas c'est des semblant, vrais épaves, surtout. hein. Donc c'est sûr que pour Alpine, ça peut refroidir un peu, à se dire, ah, oula, si on doit remonter l'Alpine toutes les 2 courses, ça va être un peu compliqué. Et puis, au-delà même de la saison 2025, c'est dans le futur. S'il arrive à avoir un rôle de réserviste en 2025 et qu'on pense à lui en 2026 comme titulaire, on parlait notamment de General Motors, bah, cette réputation de casser des voitures, ça va pas faire Remonter son CV en haut de la une bonne pile. ligne sur son CV, voilà, exactement. Donc là, il faut qu'il finisse la saison proprement, avec si possible quelques coups d'éclat, une Q3, un top 10, quelque chose qui marque, mais qui marque dans le bon sens du terme. Surtout que c'est dommage parce que en qualification il est devant Albon, hein. Albon reste bloqué en Q1, lui passe en Q2. Il avait fait une grosse partie du job, même si on sait qu'Albon a été pas mal embêté avec sa voiture tout le long du week-end, et il abandonnera même le GP pour des soucis de pression d'essence, si je te dis pas de bêtises. Donc c'est dommage, il a fait une bonne carte encore dans sa main. On pouvait dire que le week-end dernier il y avait des conditions particulières, là c'est vrai que celle-là elle fait un peu tâche quand même, et surtout que ça s'enchaîne pas mal. Moi pour le coup déjà le Brésil ça m'avait pas mal refroidi, parce que d'un jour sur l'autre en fait, bah, tu peux faire l'erreur en qualif, c'est la première fois sous la pluie, etc. Mais le lendemain, se sortir sous safety car, sous la pluie, Ouais. et surtout le lendemain de t'être déjà sorti, enfin, de l'enchaîner, de pas forcément retenir les leçons, je trouve ça déjà un peu compliqué. Et le week-end d'après, enchaîner encore. Et Surtout que j'ai peur que moi, je ça pense entame qu'au quand même pas mal sa confiance. au Brésil, j'avais un peu tempéré le truc parce que quand tu vois Birman, alors il avait pas craché la voiture, pas du tout, mais il avait énormément souffert. Oui. Il a beaucoup visité malheureusement l'herbe, les bacs à gravier, il était en grande difficulté Birman. Et quand tu compares l'un à l'autre, tu dis bon bah l'un Il a a pas à malheureusement rougir. fait une erreur un peu plus grave, mais ça a été difficile pour eux parce qu'ils sont nouveaux et ça se comprend. Même Lawson était un peu en délicatesse, mais là, ce week-end, on va pas dire que c'est impardonnable parce que il est à l'attaque et il commet une erreur que beaucoup de gens peuvent commettre, mais c'est l'enchaînement des deux qui fait vraiment mal à Colapinto. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, mon cher Alexandre. Ah, je pense qu'on Euh, est pas mal sur ce débrief Las Vegas. on est pas mal, on est pas mal. Donc on sort de ce week-end de Vegas avec la guerre chez Ferrari, si je résume un peu. Mercedes de retour au sommet, mais qu'on s'attend à revoir un Lewis en dépression sur les 2 derniers GP potentiellement. Et puis un Red Bull un peu en roue libre, avec des Perez qui passent même plus la Q1. Verstappen qui est titré, donc de toute façon qui s'en fout un peu. Et Alpine qui retombe dans ses travers. En tout cas, on aura hâte de voir ce que ça va donner ce week-end au Qatar, avec une bataille qui fait rage autant chez Ferrari qu'entre McLaren et Ferrari. J'aimerais quand même t'entendre pour finir, peut-être pourquoi pas avec un petit prono pole et course. Qui est-ce que tu vois prendre la pole et qui est-ce que tu vois gagner la course? Ouais, j'ai envie de dire que McLaren va vraiment profiter et va vraiment vouloir finir le travail. Donc j'ai envie de dire Paul de Norris et après victoire de Norris devant une Ferrari
Ouais, Leclerc ou Sainz. Ouais, on va dire Leclerc, allez, il mérite presque. Et Piastri qui fait 3. Moi, franchement, je serais déçu de ne pas revoir un regain de performance notable de McLaren. Et déçu de les voir, euh, on va dire entre guillemets, pas jouer à fond cette chance d'avoir un titre, quoi. Ok. Donc, j'ai envie de croire au regain de McLaren et au regain de forme. Et j'ai hésité à mettre Max Verstappen sur le podium, voire même en pole. Mais comme tu dis, je pense que là lui, il est déjà en vacances à Ibiza. Donc, du coup, je pense que je suis pas sûr que les deux courses. Ouah. Bah, s'il peut la gagner, il va la gagner. Parce que bon, ça Ah, c'est reste Max Verstappen, hein. Verstappen, mais bon, si c'est un peu compliqué, bon. Enfin, on verra l'année prochaine. Hein. C'est où en Australie? Bon, bah, on verra en Australie. Donc, non, je m'attends à un regain de forme de McLaren et ça m'étonnerait qu'il le fasse pas, quoi. Ok. Quel est ton prono, mon cher Maxime? Parce que j'ai envie d'avoir un dernier rendez-vous à Abu Dhabi haletant. Je te dirais que Paul de Verstappen, parce qu'il va être capable d'être très vite sur un tour. Et victoire de Leclerc devant Sainz et Verstappen 3ème. Ah ouais. Moi, pour le suspense, je préfère ton prono. Hein. Avec un Verstappen qui est très fort sur un tour mais qui s'écroule un peu sur le rythme de course et des Ferrari qui sont très fortes en course. Et McLaren qui. Et du coup, McLaren serait dans le top qui 5. fait un 4-5 mais qui du coup perd quand même encore pas mal de points et qui arrive avec un peu moins de 10 points d'avance sur Ferrari. Je suis pas très fort en calcul mais ça va être à peu près ça. Ah oui, c'est clairement ça. Au dernier rendez-vous et là on sera devant notre télé pour kiffer ça. Bah, moi, je préfère ce que t'as dit finalement. Non, mais c'est vrai que pour le suspense, une victoire de Ferrari et rendez-vous à Abu Dhabi pour un titre constructeur, ça ferait plaisir parce que ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas de rendez-vous à Abu Dhabi pour le titre, donc ce serait pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, ce serait beau. On aurait un titre à Vegas qui sonne bien et un constructeur qui joue jusqu'au bout. Le choc de McLaren jusqu'au bout. Vraiment, ce sera le titre dernier épisode à Abu Dhabi, ça. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir bien voulu me suivre dans cette idée un peu à la con. J'espère que tu seras chaud pour être là pour le prochain rendez-vous. On se donne peut-être comme objectif de faire les 3 prochains. Et merci beaucoup de ta présence ce soir. Bah, étant donné que tu as déjà donné le titre d'Abu Dhabi, on est quand même à peu près obligé de venir jusqu'à la fin de saison. Donc, non, merci à toi pour avoir lancé cette idée. Et puis, bah, rendez-vous la semaine prochaine, déjà. Allez, en espérant que ça vous ait plu. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On ne sait pas quand est-ce que vous écouterez ça. On espère que ça vous aura vraiment plu. Il Et est puis on là, vous dit à ce la dernier prochaine. tour, l'explication finale est arrivée entre les deux hommes. That's for all the kids out there who dream the impossible. Accélère, accélère, la victoire, Pierre Gasly. So bad.